Dans les vidéos précédentes, on a vu que les études sur les OGM ne nous disent pas toutes la même chose. Pour certaines, ils sont dangereux, et pour d'autres, ils ne le sont pas. La grande majorité des études nous assure toutefois qu'ils sont inoffensifs. Mais les études qui disent le contraire réussissent à avoir une certaine légitimité en remettant en question les méthodes d'évaluation et l'indépendance des agences sanitaires. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut enfin attaquer concrètement la question des risques que font courir les OGM. Alors quand on parle des risques des OGM, on entend par là d'une part les risques pour la santé humaine et d'autre part les risques pour l'environnement. Aujourd'hui ce sera les risques pour la santé. Alors quand on débat sur les conséquences des OGM sur la santé humaine, il y a certains points qui reviennent systématiquement. Numéro 1, le fait que la plante modifiée devienne plus que jamais une éponge à pesticides. Numéro 2, la question du possible déclenchement d'allergies. Et numéro 3, la question un peu dépassée aujourd'hui du lien entre OGM et résistance aux antibiotiques. Le principal est sans aucun doute le premier d'entre eux. L'idée est simple et très efficace pour montrer que les OGM, c'est dangereux pour la santé. Et en effet, c'est un des principaux arguments des opposants aux plantes transgéniques. Comme on l'a déjà vu, la quasi-totalité des OGM sont soit des plantes modifiées pour résister à un herbicide, soit des plantes modifiées pour produire un insecticide. Et ce qui est très souvent reproché à ces types d'OGM, c'est que dans les deux cas, les plantes se transformeraient en véritables éponges à pesticides. Dans le cas des plantes qui résistent à un herbicide, le produit que l'agriculteur va répandre sur ses champs va tuer toutes les plantes indésirables, mais la plante transgénique, elle va survivre. Grâce à son nouveau gène qui lui permet de résister à quelque chose qui l'aurait en temps normal tué, la plante va rester dans la chaîne alimentaire. Et c'est bien ça le problème. Elle va rester dans la chaîne alimentaire alors qu'elle aurait dû en sortir. Le problème, c'est que si on mange la plante, on mange également, a priori, l'herbicide qui a été répandu dessus. Et en plus de ce qui a été répandu directement sur les feuilles, on va aussi, logiquement, retrouver de l'herbicide dans la plante. Parce qu'en puisant dans les eaux du sol, elle puise également des particules d'herbicide qui viennent se répandre ensuite dans sa tige, ses feuilles et ses graines. Alors ici, ce n'est pas l'OGM en lui-même qu'on critique. Ce n'est pas la modification génétique qu'on remet en question, mais c'est ce qu'elle implique. Et les OGM résistants aux herbicides impliquent une accumulation de pesticides dont les effets délétères sur la santé sont avérés. Ce sont eux, les herbicides, qui sont toxiques et non l'OGM en lui-même. Et en parlant d'herbicides toxiques, on peut notamment citer le Roundup, parce que sa substance active, le glyphosate, est classée cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Bon, ok, quand je dis que les effets délétères du glyphosate sont avérés, c'est pas tellement vrai. En fait, c'est très débattu. Et en effet, à l'inverse de l'OMS, l'EFSA juge que le potentiel cancérogène du Roundup est très improbable. D'ailleurs, Patrick Moore, un des cofondateurs de Greenpeace en personne, est un très bon avocat du glyphosate. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but Yeah. not really. But Not really? I know it wouldn't hurt I mean, me. if you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay. So you. No, but I know So that it's dangerous, I right? know. No, people try to commit suicide with No, it and but fail let's- fairly let's- regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's No. not. So you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's did, what I'm we talking did, about. we did. Okay, then it's Except- finished. except- Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Bon, reprenons. Les OGM qui tolèrent un herbicide pourraient donc être dangereux pour la santé parce qu'ils accumulent les herbicides. Et se nourrir de céréales gorgées d'herbicides, a priori, c'est pas très recommandable. Mais c'est pas tout. Les problèmes que pose ce type d'OGM ne s'arrêtent pas là. Il faut aussi prendre en compte le fait que quand on immunise une plante contre un herbicide, il n'y a plus vraiment de danger à utiliser de cet herbicide en grande quantité. Parce que dans tous les cas, la plante va résister. On peut donc y aller à fond sur les doses d'herbicides. Mais là, ça peut devenir très vite problématique pour la santé de ceux qui vivent à proximité des champs, et notamment pour la santé des agriculteurs.
Je m'appelle Caroline Chenet. Je suis agricultrice, j'ai 45 ans. Après 20 ans de vie commune, j'ai épousé Yannick. Il était déjà très malade. On a découvert sa leucémie par hasard, le jour où le dentiste lui a arraché une dent. L'hémorragie ne s'arrêtait plus. Comment peut-on être frappé de leucémie à 37 ans, en pleine force de l'âge? Les médecins ont fini par nous l'expliquer. Yannick a été empoisonné par les pesticides qu'il employait sur notre exploitation. J'ai découvert que mon mari n'était pas la seule victime des pesticides. Maladie de Parkinson, leucémie, lymphome, cancer de la prostate et de la vessie. Une épidémie de maladies graves frappe les agriculteurs. Bref, récapitulons. Les plantes modifiées génétiquement pour résister aux herbicides pourraient donc être néfastes pour la santé parce que ça implique qu'elles accumulent plus que jamais les particules d'herbicides et parce que ça implique aussi qu'on répande encore plus d'herbicides dans les champs. Passons maintenant aux plantes à insecticides. Alors, l'idée est la même, ici aussi, la plante se transformerait en une véritable éponge à pesticides. Petit rappel du fonctionnement. On a ajouté un gène à la plante qui lui permet de produire elle-même une nouvelle toxine. Cette toxine, elle lui permet de tuer tous les insectes qui essaieraient de se nourrir de sa tige. Donc, au revoir la destruction des cultures par les insectes ravageurs. Mais après, si on y réfléchit 2 secondes, cette toxine-là, qui est là pour tuer les insectes, a priori, elle se retrouve encore dans la plante quand c'est au tour des humains de se nourrir avec. Elle ne va pas s'évaporer comme par miracle. Donc on peut légitimement se demander si ces plantes et les toxines qu'elles contiennent ont un effet sur l'être humain à court ou à long terme. Bon, vu comme ça, les risques pour la santé ne semblent pas négligeables. Les plantes qui tolèrent un herbicide et les plantes qui produisent un insecticide semblent toutes les deux se transformer en éponges à pesticides. Et le bon sens nous dit que manger des plantes gorgées d'herbicides, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais, malgré tout ça, on voit bien qu'à l'échelle mondiale, de nombreuses espèces d'OGM sont autorisées sur le marché. Ce qui veut dire tout simplement qu'après avoir subi une batterie de tests, ils ont été jugés non dangereux pour la santé par les agences sanitaires. Alors qu'est-ce qui amène les agences sanitaires à juger inoffensives des plantes qui, au premier abord, peuvent nous sembler dangereuses? Déjà, pour les plantes qui produisent leur propre insecticide, l'idée que la toxine produite par la plante se retrouverait dans l'alimentation humaine est très rapidement réfutée. Parce qu'en fait, le gène introduit ne s'exprime que si la plante se développe, que si elle vient à maturité. La toxine est produite par les feuilles, les tiges et le pollen, mais pas par les graines. Donc dans l'état où nous mangeons nos céréales, le transgène n'a pas encore codé la toxine. Donc, aucun risque. Après, si vous n'êtes pas encore rassuré, si vous avez peur que le gène dormant se réveille, pas d'inquiétude. Même si la toxine venait à se retrouver dans la chaîne alimentaire, elle n'aurait aucun effet sur l'homme. Parce qu'en fait, la toxine dont on parle, la toxine Cri1AB, elle est totalement inoffensive pour les humains. Lorsque les insectes se nourrissent des feuilles de la plante, ils ingèrent la toxine qui se fixe à un récepteur présent dans leurs cellules intestinales. Ça entraîne la destruction des cellules et la mort de l'insecte. Mais ce processus n'a pas lieu chez l'homme. Tout simplement parce qu'il ne possède pas ces récepteurs. Les études dédouanent donc les OGM qui produisent un insecticide. Mais pour les OGM qui tolèrent un herbicide, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est un peu plus compliqué. Parce que d'un côté, on a des évaluations toxicologiques des agences sanitaires qui montrent que ces plantes n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale. Mais d'un autre côté, on a le CIRC de l'OMS qui classe le glyphosate, l'herbicide répandu sur ces plantes résistantes, comme un cancérogène probable. Donc, débrouillez-vous avec ça. Une autre critique récurrente portée à l'égard des OGM, c'est qu'ils pourraient causer de nouvelles allergies. Et ça, c'est jamais qu'il dit. Si on mange des OGM, on peut développer de nouvelles allergies. Pourquoi? Eh bien, lorsque la plante est sur pied, chaque gène donne l'ordre aux cellules de produire des protéines particulières. Dans le cas de ce soja transgénique, le gène qu'on a rajouté n'échappe pas à la règle. Il donne l'ordre aux cellules de produire une nouvelle protéine. Ce soja transgénique entre dans la fabrication de nombreux aliments, comme dans ce biscuit. On peut donc y retrouver la nouvelle protéine. Et par conséquent, je peux devenir allergique à un biscuit que je mangeais jusqu'à présent sans aucun problème. Et oui, apparemment, les OGM pourraient nous rendre allergiques au petit beurre.
Bon, ça c'est jamais arrivé, mais on a d'autres exemples. Et le plus célèbre, il remonte à 1996. À cette date, l'entreprise Pioneer a créé une nouvelle variété de soja transgénique. Ils lui ont introduit un gène qui provenait de la noix du Brésil, ce qui a permis d'améliorer sa composition protéique. Or, tout le monde connaît le potentiel allergisant des fruits à coque. Et là, ça n'a pas loupé. On s'est vite rendu compte que le gène qu'on avait introduit au soja codait également la protéine qui est responsable de l'allergie à la noix du Brésil. Dans ce cas précis, on s'en est bien tiré, parce qu'une étude a pu montrer en amont les risques allergéniques, et la commercialisation a pu être annulée. Mais ça nous montre en tout cas que la modification du génome d'un organisme dont on se nourrit peut très bien être à l'origine de nouvelles allergies. Après, le débat ne tourne pas autour des possibles conséquences allergisantes des OGM. Ça c'est reconnu et admis par tout le monde. Le débat tourne plutôt autour de la capacité à détecter les allergènes. Depuis l'affaire du soja avec un gène de noix, les fabricants d'OGM évitent tous les gènes connus pour être allergisants. Ça réduit pas mal les risques. Mais est-ce qu'on connaît assez bien les mécanismes biologiques pour pouvoir assurer qu'on ne sera plus confronté à des problèmes d'allergie? À cette question, il y en a qui répondent non. On est loin de maîtriser tous les tenants et les aboutissants de la modification génétique, et on pourrait très bien, au cours des tests, passer à côté de certains effets allergisants. Et il y en a d'autres qui disent que, oui, les tests destinés à détecter les effets allergisants sont fiables. Et pour preuve, parmi tous les OGM commercialisés, pas un seul n'a provoqué de nouvelles allergies. Donc, encore une fois, débrouillez-vous avec ça. Un autre point qui a beaucoup fait parler, c'est le lien entre OGM et développement de résistance aux antibiotiques. Alors cette question n'est plus vraiment d'actualité, parce que les gènes marqueurs qui posaient problème sont désormais interdits. Mais ça n'empêche pas que c'est un argument qui est encore utilisé, et c'est pour ça qu'on va en parler. Alors, un gène marqueur, qu'est-ce que c'est et en quoi ça pose problème? Est-ce que vous vous souvenez quand on a parlé de la manière dont on crée un OGM? On avait vu que dans la dernière étape d'élaboration, on avait besoin de cultiver les cellules sur lesquelles on a tenté d'introduire le transgène dans un milieu sélectif afin de garder uniquement les cellules qui ont effectivement bien intégré le gène d'intérêt et de supprimer toutes les autres cellules qui ne l'ont pas reçu. Mais ce que je vous avais pas dit, c'est que pour que ça fonctionne, on peut avoir besoin d'y inclure un gène marqueur, ou autrement dit, un gène de sélection. Alors, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginons que le gène d'intérêt, le gène qu'on veut transférer, est un gène tolérant à un herbicide. Dans ce cas, c'est simple. Il suffit de mettre nos cellules en contact avec une solution herbicide pour se débarrasser de toutes les cellules qui n'ont pas intégré le transgène. Donc ici, le transgène sert lui-même de gène de sélection. Mais c'est pas toujours possible, et on peut avoir besoin d'en ajouter un. Comme par exemple un gène qui a la capacité de résister à un antibiotique. Le principe est le même, il suffit alors de mettre les cellules en contact avec des antibiotiques pour que celles qui n'ont pas intégré le transgène soient tuées. Le problème, c'est qu'une fois dans la cellule, le gène marqueur n'en sort plus. Il n'est pas éliminé et il sera encore dans la plante lorsqu'elle sera consommée. Le gène marqueur de résistance à un antibiotique a donc été l'objet de pas mal de critiques. Et on pouvait en effet s'interroger à propos des conséquences sur le reste de la chaîne alimentaire. Si on se nourrit avec des plantes qui contiennent un gène de résistance à un antibiotique, ne va-t-on pas nous-mêmes développer une résistance à ces antibiotiques? Alors jusqu'à aujourd'hui, les études n'ont jamais pu prouver le lien. Mais pourtant, face à ces risques, les gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques ont quand même été interdits en 2005 dans l'Union européenne au nom du principe de précaution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question du gène marqueur est un peu sortie du débat. Bon alors du coup, les OGM c'est dangereux pour la santé ou pas? C'est bien beau ces histoires de gènes marqueurs, de protéines allergisantes ou d'éponges à pesticides, mais concrètement, si on mange des OGM, est-ce que ça va nous rendre malades ou nous tuer? Eh bien, récapitulons ce qu'on a appris. Alors pour commencer, non. Si on mange des OGM, on ne va pas devenir insensible aux antibiotiques, parce que les gènes marqueurs qui posaient problème ne sont plus utilisés. Ensuite, encore non. Si on mange des OGM producteurs d'insecticides, on ne sera pas intoxiqué par la toxine produite. Déjà parce qu'on n'est pas sensible à cette toxine, mais aussi parce que cette toxine n'est même pas présente dans les graines que nous mangeons. Par contre, si on mange des OGM qui résistent à un herbicide, là ça devient un peu plus compliqué d'apporter une réponse.
Parce que nos sources, elles se contredisent. Et c'est pas n'importe quelle source, c'est 2 géants de l'évaluation. D'un côté, pour l'EFSA, le glyphosate qui se retrouve sur les OGM n'est pas dangereux, et de l'autre, pour l'OMS, il est dangereux. Donc du coup, on va le mettre là. Il y a aussi la question du déclenchement d'allergie. Et c'est pareil, c'est pas facile d'apporter une réponse. Parce que la question derrière, c'est est-ce qu'on est capable de détecter tous les risques allergéniques ? Et on ne peut pas répondre à cette question avec une simple étude scientifique. Donc on va aussi le mettre là. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah mince, j'ai oublié de vous parler de l'étude de Serralini qui a tant fait parler. Celle qui montrait que les OGM, ça transformait les rats en grappes de raisin. Bon, il n'y a plus qu'à prendre un rendez-vous pour un prochain épisode.